Il existe des affaires que Sherlock Holmes n'a jamais revendiquées, non par modestie, mais parce qu'elles laissaient une trace trop humaine, trop trouble, pour être consignées comme des victoires. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans les récits oubliés de Watson. Dans le rituel des Musgrave, Sherlock Holmes évoque l'affaire de la béquille en aluminium, une enquête qui fut particulièrement surprenante. L'affaire que vous allez entendre n'est jamais racontée par Conan Doyle. Elle n'est qu'évoquée, en quelques mots. Notre récit du jour s'intitule « L'affaire de la béquille en aluminium ». Il est certaines affaires dont la singularité ne tient pas tant à la gravité du crime qu'aux circonstances singulières qui l'entourent. Celle que je vais relater appartient assurément à cette catégorie. J'en conservai longtemps la relation parmi les notes que j'avais prises durant les années où je partageais fréquemment la vie et les travaux de Sherlock Holmes. Les raisons qui m'empêchèrent alors de les publier importent peu aujourd'hui. Qu'il suffise de dire que plusieurs épisodes de cette période demeurent consignés dans mes carnets sans jamais trouver place dans les récits que je livrai au public. Les événements dont il sera ici question remontent à l'année 1895, époque où Holmes était revenu depuis peu à Londres et où je retrouvais, avec un plaisir sincère, les habitudes de notre ancienne camaraderie. L'affaire de la béquille en aluminium, tel est le nom sous lequel Holmes lui-même désigna plus tard cet épisode, eut pour origine une invitation des plus innocentes. C'était par une soirée froide de la fin de l'hiver, dans l'année 1895, que je montais les marches familières du 221B Baker Street. Holmes, que je n'avais pas vu depuis quelques jours, était étendu dans son fauteuil, un volume ouvert sur les genoux, tandis que sa pipe, oubliée depuis quelques instants déjà, laissait s'élever vers le plafond une mince spirale de fumée. À mon entrée, il leva vers moi ce regard vif, qui semblait toujours deviner plus qu'il ne voyait. « Vous venez avec une proposition, Watson, » dit-il d'un ton paisible. Je ris de bon cœur. « Voilà qui est singulièrement injuste, Holmes. Il me semble pourtant que je n'ai encore rien dit. » « Votre expression est éloquente, mon cher ami, et cette enveloppe que vous tenez à la main l'est davantage encore. » Je lui remis la lettre. Il l'examina sans se presser, tandis que je retirai mon manteau et m'installai près du feu. « Une réception de la Société d'exploration orientale, dit-il enfin. Exposition privée d'artefacts provenant de la province où vous servites jadis. Voilà qui explique votre empressement. » Je ne pus m'empêcher de sourire. « Vous savez combien ces souvenirs me sont chers, Holmes. Plusieurs objets présentés ce soir-là proviennent, m'a-t-on dit, de la région même où je fus stationné. Il me serait agréable de les revoir. » Holmes referma la lettre et la posa sur la table. « Dans ce cas, nous irons. » Je levai les yeux vers lui. « Vous accepteriez donc ?» Il haussa légèrement les épaules. « Pourquoi pas ? Les soirées mondaines ne sont pas ma distraction favorite, vous le savez. Mais je me dois, de temps à autre, de satisfaire la curiosité historique de mon ami. » Ainsi fut décidée notre sortie. 1 heure plus tard, nous quittions Baker Street dans un cab qui nous conduisit à travers la brume épaisse de Londres vers les salons où devait se tenir la réception. Holmes, qui s'était enfoncé dans le coin le plus sombre du véhicule, demeura presque tout le trajet plongé dans un silence méditatif, tandis que je regardais défiler les lanternes tremblantes des rues humides avec une impatience que je ne cherchais guère à dissimuler. La Société d'exploration orientale occupait ce soir-là la grande salle d'un bâtiment ancien dont la façade sévère s'éclairait d'une rangée de fenêtres brillantes.
une file de fiacres stationnés devant le perron, et les invités, qui franchissaient le vestibule, se trouvaient bientôt réunis dans cette vaste pièce rectangulaire où l'on avait disposé l'exposition. L'ensemble présentait cette uniformité élégante, propre aux réunions des gentlemen londoniens. Habits noirs, gilets sombres et moustaches soigneusement entretenues. De sorte qu'à première vue, les invités semblaient se ressembler singulièrement. À peine avions-nous franchi l'entrée qu'un incident singulier attira mon attention. Un agent, placé près du vestibule, priait chaque invité d'ouvrir brièvement son manteau et de montrer le contenu de ses poches avant d'être admis dans les salons. La chose se faisait avec assez de discrétion pour ne point offenser la dignité des gentlemen présents. Mais la mesure n'en demeurait pas moins inhabituelle dans une réunion de ce genre. Lorsque vint notre tour, je me pliai de bonne grâce à cette formalité, non sans adresser à Holmes un regard interrogateur. « Pour qui donc ces précautions » murmurai-je en reprenant mes gants. Un gentleman, qui se tenait derrière moi, nous répondit d'un ton détaché. « On dit que l'un des invités de la soirée appartient au India Office. Les organisateurs ont jugé prudent d'éviter toutes mes aventures. » Le nom qu'il prononça me demeura parfaitement inconnu. Une fois entré dans le salon principal, je me tournai vers Holmes. « Je me demande qui peut bien être cet homme, dis-je. Son nom ne m'est guère familier. » Holmes, qui examinait déjà d'un regard distrait les vitrines disposées autour de la pièce, répondit sans grande curiosité. « Le sous-secrétaire au India Office, Watson. Il paraît qu'il s'intéresse vivement aux affaires de l'Orient. Je n'en sais pas davantage. » La conversation s'arrêta là, et je dois reconnaître que mon attention se porta bientôt vers d'autres objets. La salle où nous venions d'entrer présentait un spectacle qui ne manqua pas de réveiller en moi bien des souvenirs. Sur de longues tables recouvertes de velours sombre étaient disposés divers artefacts provenant, m'avait-on dit, de la province même où j'avais autrefois servi. On y voyait des armes anciennes, des bijoux de facture indigène, des fragments de tissu brodé, ainsi que plusieurs objets de métal dont les formes me semblaient singulièrement familières. Je m'arrêtai devant l'un d'eux. Je me souviens fort bien de semblables pièces lorsque j'étais en garnison dans cette région, dis-je à Holmes. Leur vue me ramène presque malgré moi à ces années-là. Je demeurai un instant silencieux. Il est étrange, comme certains souvenirs que l'on croit depuis longtemps apaisés, se réveillent soudain avec une netteté inattendue. La vue de ces objets, transportés si loin de la poussière et du soleil qui les avait vus naître, réveillait en moi quelque chose de l'agitation confuse qui suivit ma blessure et mon retour à Londres. Holmes m'observa un moment, avec cette attention calme qui lui était propre. « Prenez garde, Watson, » dit-il d'un ton tranquille. « Les souvenirs de guerre ont parfois l'art de transformer les silhouettes que nous rencontrons. » Je haussai légèrement les épaules, sans prêter à cette remarque toute l'importance qu'elle méritait peut-être. C'est alors que mon regard fut attiré par une figure qui se tenait à quelques pas de nous. « Voyez ce malheureux gentleman, Holmes, » dis-je en abaissant la voix. « Peut-être un ancien camarade de campagne. Mais Wand n'a pas épargné les officiers. » L'homme auquel je faisais allusion présentait en effet l'aspect d'un personnage digne d'intérêt. C'était un gentleman d'allure correcte, vêtu comme la plupart des invités, d'un habit noir irréprochable, et dont la belle moustache donnait au visage une expression presque martiale. Il s'appuyait toutefois sur une béquille d'aluminium qui semblait soutenir une jambe droite défaillante. Au moment même où je l'indiquai à Holmes, l'infirme tirait une carte de visite de son portefeuille et la remit à l'un des invités qui l'abordait. Holmes posa sur lui un regard bref et attentif.
Non, Watson, dit-il simplement. Pas un militaire. Je me tournai vers lui avec surprise. Vraiment? Mais Holmes avait déjà reporté son attention vers la salle et ne jugea pas nécessaire de développer davantage cette assertion. Pour ma part, je ne pensais guère plus longtemps à cet incident, car l'animation croissante de la réception attirait désormais l'attention de tous les invités vers la partie centrale du salon, où l'on venait de découvrir l'une des pièces les plus remarquables de l'exposition. Un petit groupe s'était déjà formé autour de la table où reposait l'objet, et les conversations, jusqu'alors dispersées dans la salle, semblaient peu à peu converger vers ce point unique. Les invités se retrouvaient par petits mouvements successifs, avec cette curiosité contenue qui caractérise les assemblées de gentlemen lorsqu'un objet d'intérêt commun attire leur attention. Holmes et moi nous joignîmes naturellement à ce mouvement, bien que mon ami parût moins intéressé par la pièce elle-même que par les personnes qui l'examinaient. Vous remarquerez, Watson, dit-il à mi-voix, que les artefacts ont ceci de particulier qu'ils attirent surtout les collectionneurs et les bavards. Je suivis son regard. Deux gentlemen discutaient avec animation devant une vitrine voisine, tandis qu'un troisième, visiblement ravi d'avoir trouvé un auditoire complaisant, racontait avec force geste les circonstances dans lesquelles il prétendait avoir acquis un poignard oriental dont la lame, disait-il, provenait d'un chef tribal de la frontière. Holmes esquissa un léger sourire. « Cet homme n'a jamais dépassé Aden, murmura-t-il. Comment pouvez-vous l'affirmer? Ces bottes, Watson, elles portent encore la poussière rouge caractéristique des quais de Southampton. » Je ne pus m'empêcher de rire doucement. Pendant ce temps, les invités continuaient d'affluer vers la table centrale, et je remarquai que plusieurs membres de la société circulaient parmi les groupes avec cette activité discrète des organisateurs, qui s'assurent que chaque détail d'une réception se déroule selon le protocole prévu. L'un d'eux, un gentleman au favori blanc, et à l'allure particulièrement digne, s'approcha de nous après avoir jeté un coup d'œil curieux vers Holmes. « Monsieur Sherlock Holmes, si je ne me trompe. » Holmes s'inclina légèrement. « Vous avez l'avantage sur moi, monsieur. »« Sir Malcolm Mulgrave, secrétaire de la société, » répondit l'autre avec courtoisie. « Votre nom n'est pas inconnu parmi nous. » Je dois avouer que cette remarque flatta quelque peu mon amour-propre, et je répondis à sa salutation avec un empressement peut-être un peu trop visible. Holmes, pour sa part, détourna aussitôt la conversation vers les objets exposés. « Cette statuette, dit-il, en désignant une petite figure de bronze placée dans la vitrine voisine, provient-elle de Kandahar ou de Kaboul ?» Le secrétaire parut agréablement surpris par la précision de la question. « De Kandahar, monsieur Holmes. Elle fut rapportée, il y a quelques années, par un administrateur qui servit longtemps dans cette province. » Je me penchai instinctivement vers la vitrine. « Je crois reconnaître ce type de travail, dis-je. On en voyait souvent dans les bazars lorsque j'étais stationné dans la région. »« Voilà qui confirme l'authenticité de notre pièce, Dr. Watson, » répondit Sir Malcolm avec un sourire. À ce moment précis, un léger mouvement parcourut l'assemblée. Les conversations diminuèrent peu à peu, et plusieurs invités se tournèrent vers l'extrémité de la salle où un petit espace venait de se former devant la table principale. Sir Malcolm s'inclina légèrement. « Si vous voulez bien m'excuser, messieurs, nous allons procéder à l'ouverture officielle de l'exposition. » Holmes et moi nous rapprochâmes du groupe qui se formait autour de l'orateur. Le président de la société, un homme sec au visage énergique, prit alors la parole d'une voix claire qui domina sans difficulté le murmure de la salle. Il prononça quelques mots de bienvenue, rappela brièvement l'objet des travaux de la société et rendit hommage aux explorateurs et administrateurs qui avaient contribué à enrichir la collection présentée ce soir-là.
Son discours était de ceux que l'on écoute avec une attention polie et sans en retenir chaque phrase. Et je dois avouer que mon regard se porta bientôt davantage vers les vitrines voisines que vers l'orateur lui-même. Holmes, en revanche, observait la foule avec cette attention tranquille qui lui était habituelle. À un moment du discours, le président fit un geste vers un gentleman placé non loin de la table. Nous devons également remercier Sir Edward Markham, dont la générosité permit la présentation de plusieurs pièces remarquables que vous apercevez devant vous. Je me penchai vers Holmes. Je me demande qui est ce gentleman, murmurai-je. Holmes suivit brièvement la direction indiquée. Un ancien administrateur colonial, Watson. Il me semble avoir entendu son nom dans certains rapports du India Office. Il marqua une courte pause, puis ajouta avec une pointe d'ironie « Et si j'en juge par l'attention qu'il porte au buffet plutôt qu'au discours, il paraît peu sensible aux honneurs que l'on lui rend. » Je souris malgré moi. Le discours touchait à sa fin et l'assemblée, qui s'était légèrement resserrée autour de la table centrale, paraissait désormais tout entière tournée vers la pièce principale de l'exposition que l'on s'apprêtait à dévoiler. À cet instant, rien dans l'attitude paisible des invités, ni dans l'atmosphère parfaitement ordonnée de cette réception, ne pouvait laisser présager l'étrange succession d'événements qui allait bientôt troubler cette réunion de la manière la plus inattendue. Le discours venait à peine de s'achever que les conversations reprirent dans toute la salle avec cette animation modérée propre aux réunions de gentlemen où chacun s'efforce de ne point élever la voix au-dessus de celle de son voisin. Plusieurs invités se rapprochèrent de la table centrale afin d'examiner de plus près la pièce que l'orateur venait d'évoquer, tandis que d'autres se dispersaient à nouveau autour des vitrines. Holmes, les mains jointes derrière le dos, observait la salle avec cette tranquillité méditative qui lui était coutumière lorsqu'il se trouvait au milieu d'une assemblée nombreuse. Je m'apprêtais à lui adresser quelques remarques sur l'un des objets exposés, lorsque, dans un coin opposé de la pièce, un fracas soudain interrompit les conversations. Le bruit, bref mais parfaitement distinct, ressemblait à celui d'un objet de verre ou de métal renversé avec quelque violence. Plusieurs têtes se tournèrent aussitôt vers l'endroit d'où il provenait. « Qu'est-ce donc » murmura quelqu'un près de moi. Un mouvement se produisit à l'extrémité de la salle. Deux gentlemen se tenaient devant une petite table dont le contenu semblait avoir été projeté au sol. L'un d'eux, visiblement troublé, se penchait déjà pour relever les fragments d'un objet qui s'était brisé sur le parquet. Un instant plus tard, Sir Malcolm Hargreaves traversait rapidement la salle dans leur direction. « Messieurs, je vous en prie !» dit-il avec cette autorité polie que les organisateurs de réception savent prendre en pareil moment. Les conversations reprirent aussitôt, mais avec cette tonalité particulière qui trahit la curiosité générale. Une maladresse, sans doute. Le pied de la table, peut-être. Ces présentations sont souvent instables. De petits groupes d'invités se rapprochaient progressivement du lieu de l'incident, chacun désireux d'apercevoir la cause de cette agitation. Holmes et moi nous laissâmes entraîner par ce mouvement presque imperceptible. Rien n'attire davantage l'attention d'une assemblée respectable qu'un incident parfaitement insignifiant, observa Holmes à voix basse. Je ne pus qu'acquiescer, car la foule s'était déjà resserrée autour de la table renversée. Sir Malcolm examinait les débris de l'objet avec un mélange visible d'embarras et de soulagement. « Ce n'est rien, messieurs, absolument rien, déclara-t-il d'une voix suffisamment forte pour être entendu du cercle qui s'était formé autour de lui. « Une simple pièce secondaire de l'exposition. Je vous prie de ne point vous alarmer. » Les deux gentlemen, qui semblaient responsables de l'incident, se confondaient en excuses. « Je crains d'avoir heurté la table en me retournant. La faute est mienne, je vous assure. »
quelques rires polis accueillirent ces protestations, et plusieurs invités se penchèrent afin d'apercevoir les fragments de l'objet brisé. Je remarquai alors que la foule s'était resserrée d'une manière beaucoup plus sensible que je ne l'aurais cru quelques instants auparavant. Les épaules se touchaient presque, et l'on devait désormais se frayer un passage pour gagner les premiers rangs du cercle. Holmes, qui se trouvait légèrement derrière moi, posa brièvement sa main sur mon bras. « Prenez garde, Watson. La curiosité collective possède parfois une force de compression remarquable. » Sir Malcolm s'efforçait encore de rassurer les invités lorsqu'un bruit sec, comparable à l'explosion d'une petite capsule, éclata soudain quelque part au centre du cercle. La détonation était brève, presque insignifiante, mais elle produisit l'effet que provoquent toujours ces surprises inattendues dans une assemblée compacte. Plusieurs gentlemen se retournèrent brusquement. Quelqu'un laissa échapper une exclamation. Une légère bouffée de fumée blanchâtre se dissipa aussitôt au-dessus des épaules des premiers rangs. « Qu'est-ce donc encore ? Une lampe, peut-être ? Non, un pétard, je crois. » Les regards se croisèrent, incertains, tandis que chacun cherchait à comprendre l'origine de ce bruit. Ce fut, à cet instant précis, que le mouvement se produisit à l'arrière du cercle. Une poussée venue de la seconde rangée se transmit presque aussitôt à l'ensemble du groupe, comme une vague courte et maladroite. Plusieurs gentlemen protestèrent avec vivacité, et l'on entendit des exclamations indignées s'élever au milieu de la foule. « Monsieur, prenez garde, il n'y a vraiment pas lieu de pousser. » Un homme, visiblement déséquilibré par ce mouvement soudain, chancela en avant. On crut d'abord qu'il avait simplement perdu l'équilibre dans la compression de la foule, car 2 ou 3 invités s'écartèrent instinctivement pour lui faire place. Mais au lieu de se redresser, il porta maladroitement les mains devant lui, comme s'il cherchait à se retenir à quelqu'un ou à quelque chose. Son corps vacilla une seconde, puis il s'effondra. L'incident aurait pu passer pour un simple malaise, et je crois que ce fut d'abord ainsi que chacun l'interpréta. 2 gentlemen se penchèrent déjà vers lui avec cette sollicitude automatique que les assemblées civilisées manifestent volontiers dans ces circonstances. Mais l'un d'eux eut soudain un mouvement de recul. « Bon Dieu !» La phrase resta inachevée. Les hommes qui se tenaient autour du corps s'écartèrent lentement, comme sous l'effet d'une même impulsion silencieuse. Je me penchai à mon tour. Ce que je vis alors produisit sur moi une impression que je ne saurais décrire autrement que comme une stupeur absolue. L'homme gisait face contre terre. Dans son dos se dressait un objet métallique dont la forme était immédiatement reconnaissable. C'était le sommet d'une béquille. La pièce de métal, terminée par une pointe massive, avait pénétré profondément entre les omoplates et demeurait fichée dans le corps avec une rigidité presque irréelle. Le malheureux tenta un instant de se redresser. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme s'il voulait parler, mais aucun son ne sembla pouvoir franchir sa gorge. Un frémissement parcourut son corps, puis il retomba lourdement sur le parquet. Je posai instinctivement la main sur son épaule et compris aussitôt qu'il n'y avait plus rien à faire. La mort avait été presque instantanée. Pendant quelques secondes, aucun des invités présents ne bougea. La salle entière semblait figée dans un silence que je n'ai jamais oublié. Les conversations s'étaient éteintes, comme si une main invisible avait brusquement étouffé toutes les voix. Les visages autour de moi exprimaient cette même incrédulité stupéfaite que l'on voit parfois sur une scène de théâtre lorsque l'action prend soudain un tour que personne n'avait prévu. Et dans ce cercle immobile de gentlemen pétrifiés par la surprise, le corps de la victime gisait toujours au sol, tandis que le fragment de béquille fiché dans son dos
demeurait dressé comme un sinistre signal au centre de l'assemblée. Ce fut Holmes qui rompit enfin cette immobilité presque irréelle. Je le vis se dégager brusquement du cercle des spectateurs et se diriger d'un pas rapide vers la grande double porte par laquelle les invités entraient dans la salle. Les battants massifs, restés ouverts depuis le début de la réception, donnaient sur le vestibule où quelques domestiques attendaient encore. Holmes les referma d'un geste ferme. Le bruit sourd du bois résonna dans la salle avec une netteté singulière. Il entoura les lourdes poignées de porte avec une chaînette se trouvant à proximité. Puis, il se retourna vers l'assemblée. Pendant un bref instant, il demeura immobile devant la porte close, sa haute silhouette se détachant nettement dans la lumière des lampes, tandis que les regards des invités, encore troublés par la scène qui venait de se produire, se tournaient peu à peu vers lui. Il venait, sans prononcer un mot, de transformer cette réunion mondaine en un huis clos. Pendant quelques instants encore, l'assemblée demeura frappée d'une sorte de stupeur collective. Plusieurs invités s'étaient rapprochés du corps, tandis que d'autres échangeaient à voix basse des observations confuses que l'émotion rendait souvent contradictoires. Pour ma part, je regardais d'abord Holmes, qui se tenait toujours devant la porte qu'il venait de fermer. Je le vis alors frapper 2 coups nets sur le panneau de bois. Intrigué par cette manœuvre, je me dégageai du cercle des spectateurs et traversai la salle afin de le rejoindre. Au moment où j'arrivai près de lui, une voix de domestique se fit entendre de l'autre côté de la porte. « Qui est là ?» Holmes répondit sans élever la voix. « Sherlock Holmes. Dites-moi immédiatement, quelqu'un vient-il de quitter la salle ?» On entendit un léger tumulte dans le vestibule, comme si plusieurs personnes se consultaient à la hâte. Puis la même voix répondit « Non, monsieur, personne n'est sorti. Nous sommes restés ici depuis le début de la réception. » Holmes acquiesça légèrement. « Fort bien. Dans ce cas, écoutez-moi attentivement. Allez immédiatement prévenir Scotland Yard, demandez qu'un inspecteur vienne sans délai, accompagné de plusieurs agents. Tout de suite, monsieur. » Les pas s'éloignèrent rapidement dans le vestibule. Holmes demeura encore un instant devant la porte close, puis il se tourna vers moi. « Vous voyez, Watson, quelle heureuse précaution avaient prise nos hôtes ce soir ?» Il désigna la porte d'un léger mouvement de tête. « Pour des raisons de sécurité, les invités n'entraient et ne sortaient que par ce passage. » Je compris aussitôt la portée de cette remarque. « Alors ?» Holmes posa la main sur le battant massif. « Alors, si personne n'a quitté la salle et si cette porte constitue l'unique issue ?» Son regard parcourut lentement la grande pièce. « L'auteur de ce crime se trouve encore dans cet espace. » À mesure que les exclamations s'élevaient tout autour du corps, les invités commencèrent à se rapprocher avec cette curiosité mêlée d'horreur qui accompagne presque toujours les accidents publics. Plusieurs gentlemen se penchaient déjà sur la victime. La poignée recourbée de la béquille, encore fichée dans le dos de l'homme, ne laissait guère de doute sur la nature de l'instrument employé. La découverte, cependant, soulevait aussitôt une autre question. « Mais où est donc le gentleman infirme ?» demanda quelqu'un. Cette remarque sembla se propager dans l'assemblée. « Oui, l'homme à la béquille. Quelqu'un l'a-t-il vu sortir ? Il doit être dans le vestibule. » Les regards se tournèrent instinctivement vers la porte que Holmes venait de fermer. C'est alors qu'un invité, placé un peu à l'écart du groupe principal, indiqua soudain le tapis d'un geste brusque. « Regardez donc ici !» À quelques pas du corps, presque au milieu du passage, reposait un objet métallique que personne n'avait encore remarqué. Je m'approchai
et me penchai pour l'examiner. Il s'agissait de la partie inférieure de la béquille. Je compris aussitôt ce qui s'était produit. L'instrument n'avait pas été brisé. Les deux éléments s'emboîtaient l'un dans l'autre. La découverte provoqua un nouveau murmure. « Alors l'infirme, il a dû lâcher sa béquille. Vite, il faut le retrouver. »« Il doit être quelque part dans la salle, » déclara un gentleman. « Derrière les tentures peut-être, » suggéra un autre. Aussitôt, deux hommes se dirigèrent vers les lourds rideaux qui encadraient les hautes fenêtres et les tirèrent brusquement. D'autres examinèrent les angles de la pièce ou contournèrent les tables chargées d'objets exposés, comme si l'infirme eût pu se dissimuler derrière quelques vitrines. L'agitation gagna rapidement l'ensemble de l'assemblée. On soulevait les tentures, on regardait derrière les présentoirs, on se penchait même sous certaines tables, tandis que plusieurs voix appelaient encore « L'infirme, où est l'infirme ?» Pour ma part, je dois reconnaître que cette hypothèse me paraissait alors parfaitement raisonnable. Dans la confusion qui avait suivi le drame, l'homme pouvait fort bien s'être réfugié dans quelque coin obscur de la salle. Holmes, cependant, ne prit aucune part à ces recherches. Il demeurait près de la porte qu'il avait fermée quelques instants auparavant, les mains jointes derrière le dos, observant la scène avec cette attention calme qui lui était propre. Plusieurs minutes s'écoulèrent ainsi. Peu à peu, l'ardeur des recherches diminua. Les rideaux avaient été tirés, les angles examinés, les tables contournées. Et pourtant, l'infirme demeurait introuvable. Je me tournai vers Holmes. « Voilà qui est singulier, » dis-je à voix basse. « S'il est encore dans la salle, il devrait pourtant être facile à reconnaître. » Holmes ne répondit pas immédiatement. Son regard parcourait lentement l'assemblée, comme s'il examinait pour la première fois les visages des gentlemen rassemblés autour de nous. Je vis alors passer dans ses yeux cette expression particulière que je connaissais bien et qui annonçait toujours chez lui le début d'un raisonnement. Il fit quelques pas vers le centre de la salle. « Messieurs !» La voix n'était pas forte, mais elle possédait cette autorité naturelle qui impose le silence sans effort. Les conversations s'éteignirent peu à peu, et les regards se tournèrent vers lui. Holmes désigna d'un geste calme les deux fragments de la béquille. « Vous venez de fouiller chaque recoin de cette pièce avec un zèle tout à fait louable. » Il marqua une brève pause. « Et pourtant, l'homme que vous cherchez n'a pas été trouvé. » Un murmure parcourut l'assemblée. Holmes reprit. « La conclusion s'impose donc d'elle-même. » Son regard parcourut lentement les rangs serrés des invités. « Le gentleman que vous appelez l'infirme, » il laissa tomber les mots avec une netteté singulière, « n'existe plus. » Un silence épais suivit cette déclaration. Je vis plusieurs hommes échanger des regards d'incompréhension, tandis que d'autres fronçaient les sourcils comme s'ils cherchaient à saisir le sens exact de cette remarque. Holmes poursuivit avec la même tranquillité. « Il existait, il y a quelques minutes, lorsqu'il se tenait parmi vous avec sa béquille. » Il désigna la foule. « Mais l'homme qui se tient à présent dans cette salle n'est plus un infirme. » Cette fois, la réaction fut immédiate. Un brouhaha d'exclamations parcourut l'assemblée. « Que voulez-vous dire? C'est impossible. Vous insinuez donc que... » Holmes leva légèrement la main. Le tumulte diminua aussitôt. « J'insinue simplement, messieurs, que l'infirmité que nous avons tous observée, » son regard se posa un instant sur la béquille, « n'était peut-être qu'un rôle. » Pendant quelques secondes, personne ne répondit. Je vis plusieurs hommes se regarder avec une perplexité évidente, comme si l'esprit refusait d'admettre une idée aussi singulière. Enfin, un gentleman, placé près de moi,
laissa échapper d'une voix troublée. Mais que voulez-vous dire par là, un rôle? Holmes tourna lentement la tête vers lui. Que l'infirmité que nous avons tous observée n'était peut-être qu'un artifice. L'homme parut encore plus déconcerté. Mais dans ce cas, où est passé cet infirme? Holmes répondit simplement: Il n'a pas disparu. Il marqua une très légère pause. Il se tient toujours ici. Un silence presque palpable envahit la salle. Puis, Holmes ajouta d'un ton parfaitement calme: C'est l'un d'entre nous. À ces mots, un phénomène curieux se produisit dans la salle. Les gentlemen, qui quelques instants plus tôt cherchaient un homme boiteux caché derrière les tentures, se mirent maintenant à observer leurs voisins avec une méfiance nouvelle. Certains firent instinctivement un pas de côté, comme si l'espace qui les séparait soudain de leurs voisins devenait nécessaire. Je dois avouer que je ressentis moi-même un léger frisson. Car si Holmes disait vrai, cela signifiait qu'au milieu de cette assemblée parfaitement respectable, se tenait un homme qui, quelques minutes auparavant encore, marchait appuyé sur une béquille, et qui se tenait maintenant droit parmi nous. Et nul ne savait lequel. Pendant quelques secondes encore, personne ne bougea. L'assemblée demeura dans cet état singulier où la pensée semble hésiter entre l'incrédulité et l'inquiétude. Plusieurs hommes regardaient leurs voisins avec une attention nouvelle, comme si un détail, jusque-là insignifiant, pouvait soudain révéler une signification redoutable. Holmes, cependant, ne paraissait plus accorder la moindre attention à ces réactions. Il se tourna simplement vers moi. Venez, Watson. Nous regagnâmes alors le cercle formé autour du corps. L'agitation de la salle se poursuivait derrière nous à voix plus basse. Mais pour ma part, je retrouvai aussitôt les réflexes de ma profession. Je m'agenouillai près de la victime afin de procéder à un examen sommaire. La poignée recourbée de la béquille demeurait encore fichée dans le dos de l'homme, et la précision du coup ne laissait guère de doute quant à la nature de la blessure. Il est bien mort, dis-je à voix basse, après quelques instants. Holmes inclina légèrement la tête. Sans doute instantanément. Je retournai alors doucement le corps afin d'examiner le visage. Un murmure parcourut aussitôt les invités les plus proches. Un gentleman d'âge mûr s'avança avec une expression d'une stupeur profonde. Grand Dieu! Il se pencha davantage. Sir Edward Markham! Cette exclamation produisit un effet sensible dans l'assemblée. Markham? L'ancien administrateur colonial? Celui du Sind? Le secrétaire de la société, Sir Malcolm Hargreaves, arriva à son tour près de nous, visiblement bouleversé. Oui, Sir Edward Markham, dit-il d'une voix troublée. Il avait accepté de venir ce soir afin de dire quelques mots sur certaines découvertes faites dans la province. Je relevai la tête vers Holmes. Voilà qui est singulier, murmurai-je. Je croyais pourtant que toutes ces précautions avaient été prises pour l'autre invité, le sous-secrétaire de l'India Office. Holmes ne répondit pas immédiatement. Il observait toujours la salle où l'agitation reprenait peu à peu autour de nous. Je repris à voix basse. Si quelqu'un devait être menacé ce soir, c'est bien cet homme que tout le monde attendait, et non Markham. Holmes esquissa un très léger sourire. La nature humaine aime les évidences, Watson. Il jeta un regard vers l'assemblée. Mais les crimes véritablement intéressants ont rarement l'obligeance de s'y conformer. Holmes demeura encore quelques instants silencieux près du corps. Puis, sans un mot, il se dirigea vers l'objet qui gisait au sol et qui avait provoqué toute l'agitation initiale. Il s'accroupit et l'examina quelques secondes seulement. Je le vis alors tirer délicatement entre ses doigts un fil si fin qu'il passait presque inaperçu sous la lumière des lampes. Malgré sa finesse, la tension qu'il opposa révéla aussitôt
qu'il était d'une solidité remarquable. Holmes suivit le fil du regard jusqu'à une seconde table située à environ 1,5 mètre de là, où l'autre extrémité était discrètement fixée. Intéressant, murmura-t-il. Il se redressa lentement. Il est évident que ce fil avait été relié à l'objet avant sa chute. Dès qu'un gentleman a traversé cet espace, il l'a inévitablement tendu du pied, provoquant mécaniquement la chute de l'objet. Il ajouta, pensif, une méthode simple, mais d'une efficacité remarquable pour provoquer un mouvement sans attirer l'attention. Puis, il me fit un léger signe. Venez, Watson. Nous nous écartâmes de quelques pas jusqu'à l'une des tables d'exposition où quelques artefacts orientaux reposaient encore dans leurs vitrines. Je me penchai vers lui. Et maintenant, Holmes, comment allons-nous procéder? Il ne répondit pas immédiatement. Je vis son regard parcourir lentement l'assemblée, où les invités continuaient à parler, à voix basse, formant de petits groupes inquiets. Holmes joignit les mains derrière le dos et demeura pensif durant quelques secondes. Enfin il murmura: « Nous devons simplifier ce problème, Watson. » Il se dirigea alors vers Sir Malcolm Hargreaves, qui se tenait non loin de là, visiblement bouleversé par les événements. Holmes s'inclina légèrement. Sir Malcolm, la police ne tardera pas à arriver, mais chaque minute qui passe rendra notre tâche plus difficile. Hargreaves acquiesça vivement. Certainement, monsieur Holmes. Holmes poursuivit. Si vous m'y autorisez, je souhaiterais entreprendre immédiatement quelques observations préliminaires. À ma surprise, le visage de Hargreaves s'éclaira d'une expression presque enthousiasme. Mais bien sûr, répondit-il, ce serait pour moi un honneur. Il se tourna aussitôt vers l'assemblée. Messieurs, je vous prie de m'accorder un instant d'attention. Les conversations cessèrent peu à peu. Hargreaves reprit d'une voix encore légèrement troublée. Nous avons ce soir parmi nous le célèbre détective Sherlock Holmes. Un léger murmure parcourut la salle. Je lui ai demandé de bien vouloir commencer l'examen de cette affaire en attendant l'arrivée de Scotland Yard. Je vous serai reconnaissant de lui accorder toute votre coopération. Holmes s'avança alors au centre de la grande salle. Messieurs, je vous prie de bien vouloir vous rassembler ici. Les invités obéirent avec une curiosité mêlée d'inquiétude. Lorsque tous furent réunis, Holmes promena un regard attentif sur l'assemblée. Puis, d'un geste calme, il désigna plusieurs groupes d'hommes. Je vais me permettre de procéder à une première distinction. Il observa encore quelques instants les silhouettes présentes. Certains d'entre vous peuvent être écartés pour le moment. Je ne pus m'empêcher de lui murmurer. Que faites-vous, Holmes? Il répondit à voix basse. Je n'ai observé l'infirme que quelques secondes, Watson, mais c'est amplement suffisant. Son regard continua de parcourir la salle. Sa taille, sa carrure, son âge approximatif, tout cela laisse des traces dans la mémoire. Il désigna alors plusieurs hommes. Messieurs, vous pouvez vous retirer pour l'instant. Votre silhouette ne correspond pas à celle de l'homme que nous avons aperçu. Ces gentlemen se regardèrent avec surprise, mais obéirent sans protester. Holmes se tourna alors vers le groupe qui demeurait devant lui. Quant à vous, je vais me permettre d'observer certains détails. Il se mit alors à marcher lentement devant eux. Je vis Holmes examiner attentivement les visages des gentlemen, qui supportaient cette inspection avec une perplexité croissante. Il ne prononçait pas un mot. Pour ma part, je ne compris nullement ce qu'il cherchait à découvrir
dans ces physionomies parfaitement ordinaires. Holmes poursuivit lentement son inspection. Il passa devant les gentlemen, alignés avec une attention presque méditative, s'arrêtant parfois une seconde devant l'un d'eux, comme si quelque détail fugitif retenait son regard. À plusieurs reprises, je le vis pencher légèrement la tête, examiner un visage sous un angle différent, puis poursuivre son chemin sans prononcer un mot. L'étrangeté de cette manœuvre produisait un effet singulier sur l'assemblée. Les hommes supportaient cette observation silencieuse avec une perplexité de plus en plus visible. Quelques-uns échangeaient des regards embarrassés, comme si l'examen auquel ils étaient soumis possédait une signification qu'ils ne parvenaient pas à saisir. Holmes acheva enfin ce curieux parcours. Sans adresser la moindre explication au gentleman qu'il venait d'examiner, il se détourna simplement et revint se placer à côté de moi. Je ne pus m'empêcher de lui murmurer: Mais enfin, Holmes, que vient-il de se passer? Il répondit à voix basse, de manière à ce que nous fussions seuls à l'entendre. J'espérais trouver la trace d'un postiche. Je le regardai avec surprise. Un postiche? La moustache de notre infirme, Watson. Je compris aussitôt. Une trace de colle, par exemple. Holmes inclina légèrement la tête. Précisément. Je jetai un regard vers les gentlemen qui nous observaient encore avec une curiosité mêlée d'inquiétude. Et alors? Holmes répondit simplement: Rien. Aucune trace. Je ne pus dissimuler ma déception. Dans ce cas, nous n'avons guère avancé, Holmes. Il acquiesça, ce léger sourire qui apparaissait parfois lorsqu'il s'apprêtait à corriger mon raisonnement. Au contraire, Watson, il désigna discrètement le groupe d'hommes qui se tenaient devant nous. Il y a quelques minutes, nous étions 40 dans cette salle. Il marqua une courte pause. À présent, nous n'en avons plus que 14 à considérer. Son regard se posa sur les silhouettes alignées devant nous. Croyez-moi, mon cher ami, c'est déjà un progrès appréciable. Holmes demeura un instant silencieux, les yeux fixés sur les 40 gentlemen qui formaient encore le groupe de suspects. Puis, il s'avança à nouveau vers eux. Je le vis alors circuler lentement parmi ces hommes, s'arrêtant tour à tour devant chacun d'eux pour échanger quelques mots à voix basse. Je dois avouer que je ne prêtais guère attention à ces brèves conversations. Holmes parlait si bas que je ne pouvais saisir ses questions, et je me trouvais, pour ma part, légèrement en retrait, observant la scène avec cette curiosité mêlée d'impuissance qui s'empare souvent de l'homme ordinaire lorsqu'il assiste aux méthodes singulières de mon ami. Durant ces quelques minutes, je me surpris à tenter moi-même de résoudre l'énigme. L'infirme, je revoyais parfaitement sa silhouette, sa moustache épaisse, son habit noir, la manière dont il s'appuyait lourdement sur sa béquille. Comment un homme, si immédiatement reconnaissable, avait-il pu disparaître dans une salle où 40 invités l'avaient vu quelques instants auparavant? Avait-il dissimulé quelque part un manteau modifiant sa silhouette? S'était-il glissé derrière l'une des lourdes tentures de la salle? Ou bien la confusion avait-elle permis une fuite que nous n'avions pas remarquée? Tandis que ces hypothèses se succédaient dans mon esprit, Holmes poursuivait tranquillement sa lente déambulation parmi les suspects. Au bout d'une dizaine de minutes environ, il revint finalement se placer devant eux. Puis il se tourna vers l'autre groupe d'invités, ceux que son premier tri avait déjà écartés de tout soupçon. Il désigna alors l'un des 14 gentlemen. Messieurs, dit-il calmement, qui d'entre vous peut affirmer où se trouvait ce gentleman au moment précis où le bruit de pétard se fait entendre? 2 hommes répondirent presque aussitôt. Il était avec nous, juste ici, devant ce corps. Holmes inclina légèrement la tête.
Je vous remercie, messieurs. Il fit un geste au suspect. Vous pouvez rejoindre ce groupe. L'homme obéit, manifestement soulagé. Holmes désigna alors un second homme. Et ce monsieur? Cette fois, un silence incertain accueillit la question. Un homme sembla sur le point de répondre, puis hésita. Je crois qu'il était près de moi, mais je ne saurais l'affirmer avec certitude. Holmes n'insista pas. Fort bien. Restez où vous êtes, monsieur. C'est alors que je compris enfin la nature des questions que Holmes avait posées quelques minutes plus tôt. Durant ces brefs entretiens, il avait simplement demandé à chacun des suspects où il se trouvait au moment précis de l'explosion. Et maintenant, il confrontait leurs réponses avec les témoignages des autres invités. Il n'écartait que les hommes dont la position pouvait être confirmée par deux témoins absolument certains. La méthode était d'une simplicité remarquable, et pourtant, son efficacité était indéniable. Au terme de cette vérification rapide, 5 nouveaux gentlemen avaient quitté le groupe des suspects. Il n'en restait plus que 9. Je dois avouer que je ressentis alors une admiration sincère pour mon ami. Avec des moyens d'une extrême simplicité, Holmes venait d'écarter près de 30 hommes de toute suspicion. Et pour être parfaitement honnête, je doute fort que j'eusse été capable, dans une situation semblable, d'en innocenter ne serait-ce qu'un seul. C'est à cet instant précis que l'on frappa violemment à la porte. Une voix énergique retentit dans le vestibule. Scotland Yard, ouvrez immédiatement. Sir Hargraves se précipita aussitôt vers l'entrée. Il dénoua la chaînette qui retenait les lourdes poignées de la double porte, puis tira les battants. La porte s'ouvrit brusquement. Une dizaine d'agents de police pénétrèrent dans la salle avec une vigueur tout officielle. Au milieu d'eux, je reconnus aussitôt la silhouette sèche et nerveuse de l'inspecteur Lestrade. Celui-ci promena un regard rapide sur l'assemblée agitée, sur le corps étendu au milieu de la salle, puis sur les groupes d'invités rassemblés autour de Holmes. Mais enfin, que se passe-t-il ici? Lança-t-il. Holmes s'avança vers lui d'un pas parfaitement calme. L'expression de surprise qui traversa le visage de Lestrade lorsqu'il reconnut mon ami ne me surprit guère. Je les vis s'écarter légèrement de l'assemblée et échanger quelques mots à voix basse. De l'endroit où je me trouvais, je ne pouvais distinguer que quelques fragments de leur conversation. Le ton employé ressemblait moins à une explication qu'à une sorte de brève négociation. Holmes parlait avec la précision tranquille qui lui était coutumière. Lestrade, de son côté, paraissait partagé entre l'impatience et une certaine résignation. Enfin, je parvins à saisir la conclusion de l'échange. Très bien, monsieur Holmes, dit l'inspecteur avec un soupir visible. 30 minutes, pas davantage. Holmes inclina légèrement la tête. Je vous remercie, Lestrade. Puis il revint vers moi. Eh bien, Watson, dit-il d'un ton presque léger, il semblerait que Scotland Yard nous accorde encore un peu de temps. Il jeta un regard vers les 9 gentlemen qui demeuraient au centre de la salle. Profitons-en pour poursuivre notre petite entreprise de réduction. Pendant ce temps, les agents s'étaient déjà déployés dans la grande salle. 2 d'entre eux se placèrent près du corps, tandis que les autres prenaient position le long des murs. 2 policiers restèrent naturellement devant l'unique porte de la salle. Il devenait désormais tout à fait impossible pour quiconque de quitter les lieux. Holmes demeura quelques instants silencieux, les yeux fixés sur la béquille dont la partie supérieure demeurait encore fichée dans le dos de la victime. Puis, il se tourna vers moi. Watson, je vais vous demander une chose désagréable, mais absolument indispensable à la suite de notre enquête. Je suivis son regard et compris aussitôt ce qu'il avait en tête. J'imagine,
Que vous parlez de cette malheureuse béquille, dis-je. Holmes inclina la tête. Précisément. Il reprit d'un ton calme. Accepteriez-vous de retirer la partie supérieure de l'instrument, de la nettoyer autant que possible, puis de la réunir à la hampe inférieure que nous avons retrouvée sur le tapis. Il ajouta aussitôt: Prenez toutefois garde à une chose. Ne modifiez en rien l'ajustement de l'objet. Je souhaite que les deux parties soient simplement remises en place telles qu'elles se trouvaient avant l'incident. Je ne pus m'empêcher de froncer légèrement les sourcils. Puis-je vous demander, Holmes, dans quel but? Un léger éclat passa dans ses yeux. Parce que cet objet pourrait bien nous rendre un service des plus utiles. Il prit la partie inférieure de la béquille et la fit tourner doucement entre ses doigts. Les hommes présents dans cette salle paraissent, à première vue, d'une taille et d'une constitution assez semblables. Il leva alors l'instrument, comme pour en examiner la longueur. Mais un tel objet, Watson, n'est jamais parfaitement universel. Il marqua une pause. La longueur de la hampe, l'inclinaison de l'appui, la manière dont le poids du corps s'y reporte, tout cela varie subtilement d'un individu à l'autre. Je commençais à comprendre. Vous pensez donc, Holmes acheva ma pensée, que certains de nos 9 gentlemen auront quelques difficultés à se servir de cette béquille, comme le faisait l'infirme que nous avons observé. Il esquissa ce mince sourire que je connaissais si bien. Et c'est ici, mon cher Watson, que votre œil de médecin me sera particulièrement précieux. Il ajouta avec une certaine gravité. Car vous êtes, mieux que quiconque dans cette salle, capable d'observer la posture, l'équilibre et les mouvements naturels d'un homme lorsqu'il reporte son poids sur un appui artificiel. Puis il conclut tranquillement. Si mon hypothèse est correcte, nous pourrions encore réduire sensiblement notre petit groupe de suspects. Je procédai donc à l'opération que Holmes m'avait confiée. Afin d'éviter que la scène ne produisît un effet trop pénible sur l'assemblée, nous demandâmes, à 2 agents de Scotland Yard, de tenir une large nappe devant nous, formant ainsi un écran discret entre la victime et les invités. À l'abri de ce rideau improvisé, je retirai avec précaution la partie supérieure de la béquille, que je nettoyai aussi soigneusement que les circonstances le permettaient. Lorsque l'opération fut achevée, la nappe fut doucement rabattue sur le corps de Sir Edward Markham, lui rendant au moins cette dernière marque de décence. Je rejoignis alors Holmes en tenant l'instrument reconstitué. Et maintenant, lui demandai-je. Holmes prit la béquille, en examina brièvement l'assemblage, puis me la rendit. À présent, Watson, nous allons procéder à une petite expérience. Il désigna les 9 gentlemen qui formaient encore le groupe de suspects. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir leur tendre cet objet l'un après l'autre, et de leur indiquer comment l'infirme s'en servait. Je compris aussitôt ce qu'il attendait de moi. Je m'approchai donc du premier homme et lui remis la béquille. Si vous voulez bien, monsieur, prenez-la comme ceci et placez-la à votre droite. Le gentleman obéit avec une gêne visible. Il saisit la béquille de la main droite et la positionna de ce même côté. L'opération se répéta exactement de la même manière avec chacun des 8 autres hommes. C'est alors que l'idée de Holmes révéla toute son efficacité. Car bien que ces 9 hommes parussent, à première vue, d'une taille et d'une constitution presque identiques, la béquille ne leur convenait manifestement pas de la même manière. Chez certains, l'instrument se révélait trop court. Chez d'autres, l'inclinaison de l'appui obligeait le corps à une posture maladroite.
Deux gentlemen faillirent même perdre l'équilibre en tentant d'imiter la démarche que nous avions observée quelque temps auparavant. Holmes les observait tour à tour avec une attention extrême, notant la moindre hésitation dans leurs mouvements. Au terme de cette brève expérience, 4 nouveaux hommes furent écartés. Il n'en restait plus que 5. Je dois avouer que le résultat me parut presque stupéfiant, car rien, dans l'apparence de ces 9 gentlemen, n'aurait permis à l'observateur le plus attentif de soupçonner une différence notable de morphologie. Et pourtant, entre les mains de Holmes, ce simple objet avait suffi à révéler ce que l'œil ordinaire n'aurait jamais su percevoir. Il ne restait plus que 5 suspects. Je vis Holmes consulter brièvement sa montre. Lestrade ne nous avait accordé que 30 minutes, et je savais qu'une bonne moitié de ce délai s'était déjà écoulé. Pendant quelques instants, mon ami demeura parfaitement immobile. Je crus d'abord qu'il observait simplement les 5 messieurs restés au centre de la salle. Mais bientôt, je compris qu'il n'en était rien. Holmes ne regardait plus rien. Il réfléchissait. Je l'avais vu dans cet état à de rares occasions seulement. Ses lèvres remuaient légèrement, comme s'il murmurait pour lui-même les éléments du problème. Son regard se fixait tour à tour sur la béquille, sur le parquet de la salle, puis sur les silhouettes immobiles des suspects. Une expression singulière traversait son visage. Ce n'était ni l'irritation, ni l'impatience. C'était quelque chose de plus profond. Une sorte de tension intellectuelle presque douloureuse. Je dois avouer que je ressentis alors une étrange impression. Car je savais, par expérience, que ces moments où Holmes semblait lutter contre un problème étaient précisément ceux qui précédaient le plus souvent ses découvertes les plus remarquables. Pendant près de 5 minutes, il demeura ainsi, plongé dans ses pensées. Puis, soudain, il se redressa. « Mais bien sûr, murmura-t-il. Je m'empressai de lui demander. Holmes, qu'avez-vous trouvé? Mais il ne me répondit même pas. Son esprit semblait encore entièrement absorbé par la nouvelle idée qui venait de jaillir. Il se tourna vers 2 agents de Scotland Yard. Messieurs, veuillez avoir l'obligeance d'accompagner 4 de ces gentlemen dans l'alcôve située au fond de la salle. Je souhaiterais m'entretenir un instant avec chacun d'eux séparément. Les policiers obéirent aussitôt. Les 4 hommes furent conduits à l'écart, hors de notre champ de vision. Il ne resta bientôt plus qu'un seul suspect auprès de nous. Ce qui suivit demeure l'un des moments les plus singuliers que j'ai vécus au cours de mes nombreuses enquêtes aux côtés de Sherlock Holmes. Mon ami prit la béquille que je tenais encore. Puis il s'avança vers l'homme resté devant nous. Arrivé à 2 ou 3 pas de lui, il sembla soudain trébucher. L'instrument lui échappa des mains et fut projeté vers l'homme. Celui-ci, avec un réflexe rapide, la saisit avant qu'elle ne pût l'atteindre au visage. Holmes, quant à lui, ne tomba pas. Il s'était déjà redressé. Et je remarquai alors quelque chose d'étrange. Son regard était fixé sur l'homme avec une intensité presque inquiétante. Sans fournir la moindre explication, Holmes pria le gentleman de s'écarter de quelques pas, puis il demanda que l'on fasse revenir un second suspect. La scène se reproduisit presque exactement de la même manière, et produisit le même résultat. Je dois avouer que je commençais à ressentir une perplexité profonde. Si je n'avais connu Holmes aussi intimement, j'aurais peut-être cru assister à quelque étrange fantaisie de sa part. Mais mon expérience m'avait appris qu'aucun geste de mon ami n'était jamais dépourvu de raison. La scène se répéta encore 2 fois. Puis vint le 5e homme. Cette fois, lorsque l'expérience fut terminée, Holmes esquissa un large sourire. Il se tourna aussitôt vers Lestrade, qui observait la scène avec une curiosité manifeste. Les 2 hommes échangèrent quelques mots à voix basse.
L'entretien ne dura guère plus de 2 minutes. Puis Lestrade se retourna brusquement vers les policiers. « Arrêtez cet homme !» aboya-t-il en désignant le dernier des 5 messieurs. Les 2 agents saisirent l'homme avec fermeté. Celui-ci ne tenta pas de résister. Un murmure parcourut l'assemblée lorsque l'on comprit que l'assassin se trouvait enfin parmi eux. Les gentlemen s'écartèrent instinctivement tandis que les policiers formaient autour du prisonnier un cercle discret mais solide. L'inspecteur Lestrade s'approcha aussitôt. Je vis Holmes le rejoindre d'un pas tranquille, et les 2 hommes entraînèrent le prisonnier vers un recoin de la grande salle, à l'écart de l'agitation. Lestrade croisa les bras. « Votre nom ?» L'homme demeura silencieux quelques secondes. Son regard parcourut la salle avec une expression étrange, mêlée de défi et de lassitude. Enfin, il haussa légèrement les épaules. « Mon nom importe peu. » Lestrade eut un rictus. « Oh, je vous assure qu'il importe beaucoup. » L'homme eut alors un sourire presque ironique. « Je ne suis personne, inspecteur. » Il marqua une pause, puis ajouta avec une lenteur délibérée. « Je ne suis qu'une ombre. » Je vis alors quelque chose changer dans l'expression de Holmes. Un éclair presque imperceptible traversa son regard. Lestrade, pour sa part, se contenta de hausser les épaules. « Très bien, monsieur l'ombre. Vous expliquerez cela plus clairement à Scotland Yard. » Mais Holmes, lui, ne quittait pas le prisonnier des yeux. Il pencha légèrement la tête. « Curieux choix de mots, dit-il doucement. » L'homme soutint son regard sans répondre. Holmes demeura silencieux quelques instants, comme plongé dans une réflexion rapide. Puis, il se tourna vers Lestrade. « Inspecteur !» Sa voix était calme, mais je percevais chez lui une excitation intellectuelle très particulière. « Je crois que vous venez d'arrêter un homme que Scotland Yard recherche depuis plusieurs années ?» Lestrade fronça les sourcils. « Vraiment ?» Holmes désigna légèrement le prisonnier. « Si ma mémoire ne me trahit pas, plusieurs affaires non résolues présentent une signature mécanique assez singulière. » Son regard se posa sur la béquille que je tenais encore. « Des crimes rapides, exécutés avec des dispositifs improvisés, souvent au milieu d'une foule, et toujours avec une étonnante disparition du meurtrier. » L'homme eut un léger sourire. Holmes poursuivit. « Dans certains cercles moins respectables de notre capitale, l'auteur supposé de ces exploits porte un surnom. » Il fit une courte pause. « L'ombre. » Cette fois, même Lestrade sembla s'intéresser. « Et vous pensez que c'est lui ?» Holmes haussa légèrement les épaules. « Je n'en suis pas encore absolument certain. » Puis, il ajouta avec un calme presque ironique, « Je dois avouer que j'apprécie beaucoup la franchise de monsieur, qui vient de nous faire l'amabilité de se présenter lui-même. » Le prisonnier observa Holmes un long moment. Puis, son sourire s'effaça. Les agents avaient désormais solidement maîtrisé le prisonnier. Autour de nous, la grande salle demeurait plongée dans une agitation contenue. Les invités parlaient à voix basse, comme si chacun craignait encore que le drame qui venait de se dérouler sous leurs yeux ne fût qu'un mauvais rêve. L'inspecteur Lestrade s'apprêtait à donner l'ordre d'emmener l'homme, lorsque Holmes leva légèrement la main. « Un instant, inspecteur, si vous le permettez. » Lestrade, qui connaissait suffisamment mon ami pour ne point contester ce genre de demande, acquiesça d'un bref signe de tête. Holmes observa le prisonnier avec cette attention singulière qui lui était propre, comme s'il examinait un problème intellectuel plutôt qu'un criminel. Puis il dit calmement : « Je m'autoriserai une dernière observation pour cette soirée.
Il désigna d'un geste presque distrait la béquille que je tenais encore. Un mécanisme dissimulé dans un objet ordinaire, une attaque exécutée au milieu d'une foule, et surtout, cette remarquable capacité à détourner l'attention de tous ceux qui vous entouraient. Il marqua une courte pause. Voilà, monsieur, des talents que l'on rencontre rarement ailleurs que sur les scènes de music-hall. Le prisonnier soutint son regard sans répondre. Holmes inclina légèrement la tête. Si je ne m'abuse, vous avez autrefois exercé les fonctions de prestidigitateur. Pendant une seconde, le silence fut si profond que l'on aurait pu entendre tomber une épingle. Puis, l'homme eut un sourire bref, presque admiratif. Vous auriez fait un excellent impresario, monsieur Holmes. Holmes se contenta d'esquisser un léger mouvement d'épaule. Hélas, je me contente d'observer les tours. Lestrade frappa alors dans ses mains. Bien, cette représentation est terminée. Emmenez-le. Les agents entraînèrent le prisonnier hors de la grande salle. Peu à peu, la tension qui avait saisi l'assemblée sembla se dissiper. Les conversations reprirent, d'abord à voix basse, puis avec cette animation fébrile propre aux soirées où un événement extraordinaire vient soudain rompre les convenances mondaines. L'inspecteur Lestrade échangea encore quelques mots avec Holmes avant de suivre ses hommes. Sir Hargreaves, visiblement bouleversé, s'efforçait déjà de présenter ses excuses aux invités pour la scène dramatique qui venait de se dérouler sous son toit. Quant à moi, je demeurais profondément perplexe. Je n'avais nullement perdu une miette de l'étrange ballet auquel mon ami s'était livré durant ce dernier quart d'heure. Les groupes formés dans la salle, l'expérience de la béquille, puis ce singulier incident au cours duquel Holmes avait laissé tomber l'objet devant chacun des 5 derniers suspects. Et pourtant, malgré toute mon attention, je devais bien reconnaître que le mécanisme exact de son raisonnement m'échappait encore complètement. Holmes, pour sa part, paraissait parfaitement satisfait. Il remit calmement ses gants et se tourna vers moi avec un léger sourire. « Allons, Watson, je crois que cette soirée nous a suffisamment divertis. » Et sur ces mots, nous quittâmes la Société des Explorateurs. Je n'obtins cependant aucune explication. Il me fallut attendre le lendemain matin, dans le calme familier de Baker Street, pour que mon ami consente enfin à m'éclairer sur les véritables ressorts de cette curieuse affaire. Le lendemain matin, un pâle soleil d'hiver filtrait à travers le brouillard de Baker Street lorsque je descendis dans notre salon du 221B. Holmes était déjà levé. Il se tenait près de la fenêtre, sa longue silhouette découpée dans la lumière grise du matin. Sur la table basse reposaient 2 tasses de café, dont l'une fumait encore. À mon entrée, il se tourna légèrement. « Vous voilà enfin, Watson. » Je m'assis dans mon fauteuil, encore habité par les événements de la veille. « Holmes, je dois vous avouer que je n'ai guère fermé l'œil. » Il eut un sourire discret. « L'affaire de la Société des Explorateurs ?» Précisément. Je pris la tasse qu'il me tendait. Je comprends la réduction progressive des suspects, les témoignages croisés et même l'expérience de la béquille. Mais je dois reconnaître que votre étrange manœuvre finale m'échappe encore complètement. Holmes s'installa dans son fauteuil et croisa les doigts. Vous parlez du moment où je laissai tomber la béquille devant chacun des 5 derniers gentlemen ? Exactement. Il inclina légèrement la tête. La réponse est en réalité fort simple. Je m'attendais à cette formule, qui, chez Holmes, précédait presque toujours une démonstration redoutable. Souvenez-vous de l'infirme que nous avons vu entrer dans la salle. Je m'en souviens très bien,
Sa béquille se trouvait du côté droit. Je hochai la tête, ce qui semblait parfaitement naturel pour un homme dont la jambe droite était prétendument infirme. Holmes leva un doigt. Justement, Watson, c'était trop naturel. Je demeurai perplexe. Expliquez-vous. Un homme droitier qui feint une infirmité aura tendance à placer sa béquille du côté gauche, afin de conserver sa main droite libre. Exactement. Holmes poursuivit calmement. Or, notre homme faisait précisément l'inverse. Je sentis la compréhension approcher. Vous voulez dire qu'il protégeait en réalité sa main gauche. Holmes se renversa légèrement dans son fauteuil. Autrement dit, Watson, notre assassin était gaucher. Je restai un moment silencieux. Et la carte de visite? Holmes acquiesça. Il l'avait tendue de la main gauche. Il ajouta tranquillement. Détail insignifiant sur le moment, mais qui prit tout son sens lorsque je revis mentalement sa démarche. Je fronçai encore les sourcils. Et la chute de la béquille? Holmes sourit. Je voulais observer le réflexe. Il poursuivit. Un homme surpris protège instinctivement son visage avec sa main dominante. Et l'un des 5 utilisa la gauche avec une rapidité révélatrice. Je restai silencieux quelques secondes. Puis, je dis « Holmes, cela reste tout de même à Paris. » Il eut ce demi-sourire qui apparaissait lorsque l'on touchait au cœur de sa méthode. « Mon cher Watson, toute déduction est un pari éclairé. » Il ajouta calmement « Celui-ci était simplement raisonnable. » Si ce récit vous a tenu compagnie, sachez qu'il n'est pas seul. Les premières affaires des récits oubliés de Watson seront prochainement réunies dans un volume unique, pensé pour la lecture. Une édition plus confortable, enrichie de gravures, comme s'il s'agissait d'un ouvrage resté trop longtemps dans l'ombre. Ceux qui souhaitent retrouver ces enquêtes sous une autre forme pourront bientôt le faire.